énergie renouvelable électrique, refaire de la France une puissance industrielle. Pour en parler, j'accueille donc, au-delà de Jean-Luc Fugit, qui était déjà là à la table ronde précédente, donc député du Rhône et président du Conseil supérieur de l'énergie, également participant, alors je ne sais plus, à l'OPEX, vous êtes vice-président, voilà, Président exactement. de l'OPEX, oui. On travaille beaucoup les sujets énergie d'ailleurs. J'hésite toujours entre le président du CSE et président de l'OPEX. Je suis que vice-président, on ne va pas cumuler trop, on ne sait jamais. Hein. Mais Voilà. tout ça, c'est bénévole. Hein, donc... Je n'en doute pas. Mais ça fait de vous un plus grand expert, effectivement, et merci d'être là avec nous. Raphaël Schellenberger, qui est député, qui est avec nous également. Merci. Christophe Chabert, président du directoire du port de Brest, qui est donc Monsieur Chabert. Voilà, comme ça Bonjour. On vous repère. Benoît Gilbert, qui est directeur général de Vestas France, qui est à côté de Monsieur Chabert. Maxime Lenné, alors qui est excusé, député de Seine-et-Marne, LFI. On ne reviendra pas sur les raisons de son absence finalement, puisque il était quant à lui au Parlement. Bertrand Lecacheux, qui est directeur général d'Holosolis industriel, donc du photovoltaïque, et Olivier Perrault, directeur commercial Europe de l'Ouest pour Enercon. Voilà, donc merci. Bonjour à tous. À vous et excusez-moi, je vous ai coupé l'arbre sous le pied, vous n'avez pas dû dire bonjour. Mais écoutez, je vais vous passer tout de suite la parole, puisque quand il s'agit de réindustrialiser la France, eh bien, rien de mieux que de parler à quelqu'un qui essaie de monter une industrie dédiée aux panneaux solaires, comme on peut le deviner au nom de l'entreprise, Holosolis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le projet que vous portez? Numéro 2, s'il vous plaît. Non, toujours pas. On va passer avec le mien. Donc je recommence, là c'est bon. Numéro 4. Alors parlez bien tous avec le micro posé sur le menton, comme ça c'est mieux. Ok. Donc Holosolis, c'est une société qui en effet va fabriquer en France des cellules et des modules photovoltaïques. L'usine va être localisée à Ambach, en Moselle, tout près de la frontière allemande, et va fabriquer 10 millions de panneaux solaires par an, 550 millions de cellules photovoltaïques par an, créer sur le site 2000 emplois directs, et en emplois indirects, on estime ça à environ 6000 emplois indirects. Donc c'est un très gros projet industriel pour recréer de la fabrication de cellules et de modules photovoltaïques en Europe. Et aujourd'hui, vous en êtes à quel stade du développement de ce projet? Alors on a passé des étapes importantes, puisque permis de construire, autorisation environnementale ICPE, PTF avec RTE, compromis de vente du terrain, toutes ces étapes-là sont derrière nous, sont passées. Et là, on est dans une étape qu'on appelle d'avant-projet détaillé pour finaliser la conception de l'usine, des utilités, des lignes de fabrication. Et en parallèle de cette étape-là, on est en train de clôturer une deuxième levée de fonds qu'on appelle une série A, qui va nous servir à financer le projet jusqu'au démarrage de la construction. Alors le solaire photovoltaïque en France, c'est une vraie ambition, c'est presque une vraie gageure. Quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés? Quelles sont les difficultés? Moi, je pense évidemment à la concurrence étrangère. Quand on parle de solaire photovoltaïque, on pense tout de suite aux panneaux Made in China à bas coût. Comment est-ce que vous comptez vous en sortir dans un contexte comme celui-là? Alors, peut-être, je pense qu'il faut rappeler pourquoi on fait ça. Aujourd'hui, ça a été dit dans le tour de table précédent, on importe encore beaucoup d'énergie fossile, et donc le photovoltaïque et les autres énergies renouvelables sont une façon de réduire cette dépendance aux énergies fossiles. Mais le risque, c'est de passer d'une dépendance à l'autre, puisqu'aujourd'hui, 97% des panneaux solaires installés en Europe viennent de Chine. Et donc, on est en train de se mettre dans une situation de dépendance insoutenable vis-à-vis des Chinois, par rapport aux risques géopolitiques, par rapport aux risques d'interruption de supply chain, par rapport au risque d'entente sur les prix, parce qu'on sait comment ça a fonctionné avec l'entente des pays pétroliers, et avec le photovoltaïque, la même chose pourrait arriver. Et surtout, on rate l'opportunité de créer de l'emploi industriel en France pour accompagner le développement des énergies renouvelables. L'équivalent de ce qu'on importe aujourd'hui en Europe de photovoltaïque de Chine, ça représente 200 000 emplois industriels non créés en Europe. C'est énorme. Donc nous, on veut recréer de l'emploi industriel en Europe en lien avec le développement du photovoltaïque. C'est ce qu'on va faire à Ambach. Et pour répondre à votre question, comment on peut s'en sortir par rapport aux Chinois? Il y a les facteurs intrinsèques, c'est-à-dire qu'on va construire une usine de très grande taille
donc une usine similaire à ce qui se pratique en Chine, et ça réduit de façon notable l'écart de prix par rapport aux Chinois. La taille dans l'industrie, ça a toujours un effet sur le prix. Le deuxième élément, c'est le niveau de modernité de l'usine, d'automatisation, d'intégration d'intelligence artificielle dans les process, de traitement de la donnée, etc., pour avoir une usine qui s'auto-améliore en permanence. Donc ça, c'est un autre élément qui permet de réduire l'écart par rapport aux Chinois. Le fait qu'on fabrique les cellules nous-mêmes, donc on est maître de la technologie, ce que ne font plus malheureusement les gens qui assemblent encore des panneaux solaires en Europe. Et puis le dernier élément, c'est le cadre réglementaire, et je pense qu'on va y revenir, qui permet de créer pendant la phase de démarrage un environnement qui permet à l'industrie de se recréer en Europe. Bah effectivement, sur ce cadre réglementaire, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a le compte ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Pour recréer une industrie comme ça en Europe, on a besoin d'un cadre réglementaire qui soit à la fois protecteur et qui soutienne. Protecteur dans le sens qu'aujourd'hui, les Chinois vendent des panneaux solaires en Europe en dessous du prix de revient des matières. Donc c'est évidemment pas soutenable. Vous ne pouvez pas concurrencer quelqu'un qui vend à perte. Donc on a besoin d'un cadre qui, sur une partie du marché, parce qu'on aura toujours besoin des Chinois compte tenu du volume de photovoltaïque qu'on installe en Europe, sur une partie du marché, définissent une préférence locale, européenne, pour être éligible sur ces marchés-là. Ça, c'est ce que j'appelle la protection, qui nous permettent, sur une partie du marché, d'avoir un environnement compétitif normal. Et puis ensuite, le soutien pour accompagner le développement d'une filière comme le photovoltaïque et permettre la création d'emplois industriels. On a besoin, pendant la phase de démarrage, comme sur les batteries, comme sur toutes les industries liées à la transition énergétique, que les coûts soient soutenus, les écarts de coûts soient soutenus pendant une certaine période jusqu'à ce qu'on soit au pic de production et au moment où on sera en capacité d'être complètement compétitif. Donc vous attendez davantage de soutien, davantage de protectionnisme aussi, j'imagine? Aujourd'hui, il y a un texte qui s'appelle le NZIA, que je pense tout le monde connaît ici, qui est dans sa première mouture un petit peu naïf, puisqu'on dit on veut que sur certains marchés, les produits ne soient pas chinois. Mais les Chinois sont beaucoup plus pragmatiques que ça. Et si on dit qu'on veut que ça ne soit pas chinois, ils vont fabriquer en Malaisie, ils vont fabriquer en Thaïlande, ils vont fabriquer ailleurs et ils vont pratiquer la même chose. Donc on a besoin à un moment d'assumer la réindustrialisation et de dire on veut que sur certains segments de marché, les produits soient fabriqués en Europe. Ouais, il faut qu'on assume le Made in Europe. À un moment, il faut être cohérent. Si on veut créer de l'industrie en Europe, il faut dire qu'on veut des usines en Europe et donc on veut du Made in Europe. Et ce que je dis là, ce n'est pas quelque chose qui est une utopie. Il y a plusieurs pays qui ont recréé une industrie locale de photovoltaïque à hauteur de plusieurs dizaines de gigawatts produites localement. L'Inde, la Turquie, les États-Unis, et ils ont appliqué des mesures très simples que je viens de citer, c'est-à-dire du contenu local sur une partie du marché et du soutien aux industriels pour démarrer leurs usines. Merci pour cet éclairage. Sur lequel je répondis pour vous dire que, effectivement, au vu, et je le dis de manière très pragmatique, au vu du retard qu'on a accumulé, en fait, je vous propose qu'on fasse qu'un seul tour de table. Donc, je vais donner la parole à chacun d'entre vous dans un sens qui est complètement réorganisé par rapport à tout ce qu'on s'était dit. N'ayez pas peur, ça va très bien se passer, mais je préfère au moins vous le dire que vous ne soyez pas surpris. Voilà, donc on a eu effectivement le témoignage de Bertrand Lecacheux sur Holocélis. J'ai envie d'enchaîner avec vous, Olivier Perrault. Vous représentez Enercon. Alors, Enercon, à une époque, avait des usines en France. N'en a plus aujourd'hui, actuellement. Quels enseignements est-ce qu'on en tire lorsqu'on parle d'industrie, de réindustrialiser la France? Je parlerai aussi dans le même tour de la question des... Exactement. D'accord, ok, donc je vais réduire un petit peu ce que j'avais prévu de dire. C'est pour ça que j'ai annoncé la couleur directement, oui, ou disons okay. on va faire un seul tour, sinon ça va être trop, ça va pas rentrer. Non mais là par contre on n'est pas déjà au bout du temps, je vous rassure. Donc quelques mots sur Enercon. Donc Enercon, c'est une entreprise industrielle qui fabrique des éoliennes, qui a une empreinte industrielle essentiellement européenne et qui est présente en France depuis 23 ans, qui a 550 salariés en France et qui a installé et qui maintient de l'ordre de près de 2500 éoliennes. Alors pour venir plus directement à votre question, et ensuite j'enchaînerai sur l'autre point. Il faut bien se mettre dans le contexte. Donc, c'était une décision industrielle qui a été prise au début de la décennie 2010, dans un contexte où la
politique énergétique était fortement dans le sillage du Grenelle, du Grenelle de l'environnement. Et donc, il y avait une ambition forte dans le domaine de la transition énergétique. Il y avait des objectifs forts en matière d'ENR et en particulier d'éolien. Il y avait de la visibilité, il y avait un cadre réglementaire assez clair, notamment sur les mécanismes de soutien, donc sur la composante économique, sur le tarif d'achat. Et c'était une politique qui était développée par la présidence Sarkozy. C'est-à-dire que sur le spectre, sur l'échiquier politique, c'était une politique de centre droit et de droite. Et c'est important parce que ça veut dire que c'était une politique qui était consensuelle. Et c'est très important si on veut se projeter dans du long terme. Donc ça, c'est un premier élément de contexte très important. Le deuxième élément, c'est qu'il y avait une visibilité également sur les projets. Donc ça, c'est également très important parce qu'on savait qu'il y avait des projets qui étaient compatibles avec la gamme de produits des machines Enercon. Donc ça a permis à Enercon de bâtir un plan d'affaires sur un volume d'à peu près 150 machines par an. Et puis, le troisième élément, c'est un élément un petit peu, je dirais, technologique, industriel, économique. C'est-à-dire qu'il y avait une innovation portée par Enercon qui était effectivement de faire des mâts en béton modulaire et donc qui sont des éléments très denses et donc coûteux à transporter. Donc l'idée, effectivement, était d'avoir une fabrication locale et la société savait également qu'elle savait compter, elle était bien implantée dans l'Oise, elle savait compter sur des compétences humaines et techniques dans cette région. Donc la décision est prise vers 2010, l'usine ouvre en 2012 avec une centaine de salariés. C'est une usine qui était près de Compiègne. Et donc qui va fonctionner pendant quasiment une dizaine d'années, qui a fabriqué environ 1000 mâts. Alors pourquoi ensuite est-ce qu'effectivement elle n'a pas pu continuer de manière durable? C'est qu'effectivement il y a eu un décalage entre les projets, les gabarits des projets acceptés en France et l'évolution des machines. L'évolution des machines allait déjà vers des machines de plus grande dimension, de plus grande puissance, qui continuaient à être sur ces technologies, mais qui n'étaient pas, qui n'entraient plus qui ont mis du temps à être pris en compte dans les projets des clients français. Donc de ce fait, la baisse de volume, effectivement, les derniers mâts ont été fabriqués en 2020 et l'usine a fermé par la suite. Voilà. Donc les leçons, moi, que je tire de ça, je pense que pour réussir une implantation industrielle durable en France, dans l'éolien en tout cas, je crois qu'il faut 3 critères. Un, il faut de la visibilité sur la politique énergétique et qui soit consensuel. C'est-à-dire que un industriel, il va se projeter sur plus d'une mandature. Donc il faut avoir quand même la conviction que cette politique, elle va être portée par plusieurs partis pour pouvoir faire face à une éventuelle alternance politique. Le deuxième point, j'ai cité rapidement, c'est d'avoir un élément de différenciation technologique, industrielle, économique. Et puis le troisième point, c'est que les critères d'autorisation des projets dans l'éolien soient en phase avec l'évolution de la technologie, l'évolution de l'industrie et des produits de l'éolien. C'est très compliqué pour des constructeurs comme Enercon d'avoir une gamme de produits un peu spécifique pour la France et qui diverge avec le marché de manière plus générale. Voilà. Donc, on en revient toujours à ces questions d'acceptabilité, le fait que finalement on a des machines en France qui sont plus petites, moins hautes, voilà, moins puissantes, voilà, par rapport à nos voisins. Voilà. Alors ça me permet d'enchaîner avec le deuxième point, si vous me permettez, effectivement, qui est la question de la compétitivité de l'industrie. Alors, je sais pas, j'avais envie de vous citer une anecdote. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais quand j'étais président on a quand même un peu de temps pour se parler, hein, je vous rassure. Hein, allez-y quand même. Donc l'anecdote est la suivante, c'est quand je présidais France Énergie Éolienne, qui est donc l'ancêtre de France Renouvelable, on avait donc pour la présidentielle de 2017, comme les suivantes, on avait un certain nombre de rendez-vous pour rencontrer les candidats et leurs équipes. Et là, donc c'était un rendez-vous avec le candidat, en l'occurrence. Je ne dirais pas lequel, on arrive un petit peu en avance, donc on était assis à une table assez étroite. Hein. Et donc le candidat arrive, il s'assied en face de moi, donc il était à peine 1 mètre, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, la première chose qu'il me dit, c'est « les éoliennes, c'est pas beau ». Donc c'est un peu déstabilisant, mais j'ai eu la présence d'esprit de lui dire « écoutez, moi je les vois avec le regard de l'ingénieur, et je trouve que c'est un très bel objet ».
un peu comme le Concorde ou le Rafale. Et là, il m'a dit, ah, mais vous avez entièrement raison, la France, c'est un pays d'ingénieurs et de techniciens, et il faut absolument promouvoir tout ça. Donc, il change vite d'avis, ce monsieur. Il change vite d'avis. Bon, c'était un peu provocateur de sa part, il voulait voir un peu... Voilà. Mais en tout cas, je tire déjà 2 points, 2 critères un peu macro pour réussir une réindustrialisation en France. La première, c'est qu'il faut valoriser les ingénieurs et les techniciens dans les entreprises, mais aussi de manière générale dans la société. Et ça commence par avoir une formation appropriée dès le collège, voire dès l'école. Et le deuxième point, c'est qu'il faut porter un regard positif sur l'industrie. Il faut porter un regard positif sur l'industrie. Ça veut dire regarder vers le futur et non pas avoir les yeux rivés sur un passé mythifié. Ça veut dire je dirais, être ouvert à la notion de progrès technique. Le progrès n'est pas un gros mot. Et ça veut dire, puisque ça veut dire aussi, ça veut dire se projeter dans des produits du futur. Donc c'est quand même une question d'état d'esprit. Et je pense que c'est extrêmement important, si on veut réussir l'industrialisation, d'avoir déjà ces éléments-là. Après, il y a un troisième élément, c'est celui que je voudrais développer, c'est le prix de l'énergie. Bon, en l'occurrence, effectivement, si on veut se passer des hydrocarbures, il faut aller vers un prix de l'électricité le plus compétitif possible. Et là, je dirais, moi, je voudrais partager un sentiment, c'est qu'aujourd'hui, le sentiment que j'ai, ce que je vois, ce que je constate, c'est que le prix de l'électricité n'est pas une priorité en France. Ce n'est pas une priorité. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est une résultante de l'ensemble des contraintes qui sont empilées sur les différentes technologies. Alors, moi, je veux prendre l'exemple de l'éolien terrestre, parce que c'est celui que voilà. Parlez bien dans le micro. Hein, c'est celui pour lequel j'interviens. Mais si on prend... aujourd'hui, on a donc, Enercon, dans sa gamme de produits, lance la E175. Donc, c'est la nouvelle technologie de machine, extrêmement performante, extrêmement efficace, qui a donc un diamètre de rotor de 175 mètres, une puissance de 7 MW et une hauteur de 200 mètres, bout de pale ou plus. Si on remplace 3 éoliennes de 3 MW E82 par une E175, on va produire autant d'électricité, mais à un coût réduit de moitié, de 50%. Et pour donner des chiffres, des ordres de grandeur, ça veut dire qu'on va pouvoir faire de l'électricité à 40 € du mégawattheure en termes de LCOE, ou dans les 50 en fonction du gisement de vent. Et ça, c'est quelque chose qui doit permettre... Enfin, si on arrive à produire de l'électricité à ce prix-là, on va être extrêmement compétitif, puisque c'est le prix de marché, voire moins. Voilà. Donc, on a les moyens, effectivement, de faire une électricité très compétitive. Encore faut-il se les donner réellement. Or, aujourd'hui, effectivement, le prix de l'électricité, comme je disais, il a les résultantes de toutes les contraintes qu'on s'impose, dont notamment les contraintes spatiales, qui sont une des contraintes et qui sont extrêmement dimensionnantes. Donc on a vraiment les moyens de faire une électricité compétitive si on décide que ça soit un objectif prioritaire. Et ça veut dire qu'on fixe un prix, on se donne un prix cible et on allège les contraintes de telle manière à entrer dans le prix cible. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un développement totalement débridé de l'éolien. Évidemment, il faut faire ça de manière intelligente, mais en tout cas, on a en tout cas, il y a les moyens technologiques pour le faire. On a les moyens technologiques pour le faire. Voilà. Donc, voilà, c'est une proposition qui améliore le pouvoir d'achat, peut réindustrialiser, va diminuer également le recours aux ressources de l'État, puisque ça veut dire moins de besoin de soutien. Par les temps qui courent, je pense que c'est une proposition qui devrait recevoir une oreille attentive des décideurs politiques. Et puis qui permet peut-être aussi d'abonder à ce qu'on évoquait hier ici même sur cette table ronde, un meilleur partage de la valeur, puisque plus le prix de l'énergie baisse, plus ça permet de dégager des marges supérieures et donc de redistribuer de la valeur. Benoît Gilbert, vous qui représentez l'autre turbinier donc, de la table ronde avec Vestas, j'imagine déjà que vous serez assez raccord sur le fait que les turbines sont là, les turbines plus grandes ailleurs que chez nous. Donc j'imagine que vous serez assez OK avec Olivier Perrault. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la France a également du mal quelque part à concrétiser cette industrie qu'elle appelle de ses voeux? Qu'est-ce qui fait que ça achoppe? Qu'est-ce qui fait qu'on est en retard notamment en matière d'éolien sur les raccordements qui sont prévus? Écoutez, peut-être je ne vais pas répéter effectivement ce qui a été dit, mais partager une anecdote. Vestas a été créé dans la continuité de la crise pétrolière, un peu en réaction à une volonté de certains de maîtriser ce prix de l'énergie.
Depuis, c'est devenu une aventure industrielle. Le groupe, c'est 33 000 personnes. C'est présent dans 86 pays. En France, c'est presque 1000 personnes. Donc, ça a été tout un voyage. Ce qui peut être un frein, c'est effectivement, alors qu'on vient de traverser 2-3 crises récemment, c'est ce manque de détermination, ce manque de décision en disant il nous faut ce cap pour aller vers plus de renouvelables. Et donc, c'est ce qui fait que peut-être que des fois, depuis l'extérieur, on se dit la France délivre tous les ans un volume de 1 à 1,5 gigawatts. C'est quand même plutôt bien, mais ce n'est pas l'objectif. Et il y a toute une discussion, on va dire, en interne. On n'arrive pas à arriver à ce consensus sur l'importance des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien, alors même qu'on a une trajectoire qui n'oppose pas les énergies les unes aux autres, mais qui a été construite parce qu'on a construit sur les forces et faiblesses des unes et des autres. Donc en France, on a fait un grand développement. On a la chance d'avoir un catalogue de produits très riche qui nous permet d'épouser toutes les contraintes possibles du marché français. Néanmoins, on voit des signaux positifs. On voit que dans les nouvelles autorisations, on a de plus en plus grandes machines. Et on a eu l'occasion d'installer de grandes machines récemment. Donc on voit des choses positives. On sent que le discours commence à être bien intégré et on va vers cette logique de faire baisser le coût de l'énergie. Je pense qu'en tant qu'industriel, on a aussi un devoir d'expliquer notre technologie, d'expliquer quels sont nos besoins, quelles sont nos conditions pour arriver sur un marché. Et en même temps, il faut qu'on ait un discours clair sur quels sont les objectifs que le pays veut atteindre et qu'est-ce qu'il attend. Donc c'est un peu une négociation dans les deux sens, enfin une discussion dans les deux sens. Et là, je pense plus à l'offshore où un certain nombre d'appels d'offres ont pris des hypothèses qui étaient loin de l'industrie, tant en taille de machine qu'en niveau de puissance, quelque chose qui finalement pourrait mettre en risque le plan ambitieux de la France. Et pour nous, c'est important de créer cet échange, de réduire les distances entre politique énergétique et politique industrielle. Et donc, on est très, très ouvert sur cet élément. Peut-être quelques anecdotes, parce qu'on n'a effectivement pas d'usine en France, mais on a des partenaires en France, des partenaires industriels, des partenaires avec qui on a créé des relations sur 5, 10, 15 ans. Je pourrais en citer quelques-uns, comme Rolix des Fontaines, un des 2 champions mondiaux des roulements de pales. Ce qu'on apprécie dans cette collaboration, c'est l'excellence technique, c'est la capacité de nous accompagner dans l'innovation, c'est aussi la capacité de nous accompagner dans tous les pays, parce que quand on quand on travaille avec ce genre de partenaires... C'est un industriel français. C'est un industriel français, voilà. Qui est basé où? En Vendée, quoi. Donc on ne travaille pas avec juste le prisme, on va dire, du marché français. On est une société qui est présente dans 83 pays. On cherche des solutions qu'on peut intégrer dans notre chaîne d'approvisionnement sur l'ensemble de nos opérations. Et on a eu d'autres succès avec l'entreprise singulière, plus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc ce n'est pas de l'industrie manufacturière, mais également aujourd'hui, ils sont avec nous dans plus de 30 pays. Et donc, il y a des succès aussi qu'il faut valoriser. Et le dernier point, on n'en a pas encore parlé, c'est sur on va dire, l'électrification. On fait aussi notre contribution. On a à peu près 500 véhicules et 40% donc, sont des véhicules électriques. Donc, on a fait ce chemin de l'électrification. On a fait ce chemin de l'électrification dans les territoires. Et donc, on a aussi créé un partenariat industriel avec une société qui s'appelle Paragon Mobility, donc qui installe des bornes dans les territoires de France. Et ce qui nous a surpris, c'est que l'énergie qui est consommée à travers ces bornes,
qui étaient originellement destinés à nos besoins, eh ben, sont aussi consommés par les riverains. Et donc, on se dit, il faut qu'on fasse à notre échelle aussi, notre contribution, et ça crée un effet boule de neige pour faire cette transition. Et ainsi, on lèvera peut-être un certain nombre de freins. Parce que je pense que si les gens réalisent qu'on peut livrer une énergie compétitive, et c'était... Peut-être plus communiquer, vous voulez dire, sur la valeur, sur les services et la plus-value que vous apportez dans les territoires du fait de cette industrie éolienne notamment. Oui, c'est effectivement, on a 600-700 personnes qui sont au plus proche des parcs éoliens qui, comme je disais, utilisent des véhicules électriques, mais dont les infrastructures dans lesquelles on investit sont aussi utilisées par la population locale. Voilà. Merci à vous pour votre éclairage. Alors, vous parliez de l'éolien offshore. Donc là, je vais me tourner vers M. Chabert, qui n'est pas industriel à proprement parler, mais comment on pourrait dire un vecteur de l'industrie. Donc vous représentez le port de Brest. Donc vous êtes un maillon essentiel du développement de la filière. Quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui pour qu'on arrive effectivement à développer ces fameux champs offshore? Alors tout d'abord, je voudrais vraiment parler de l'atout portuaire. L'atout portuaire aujourd'hui, c'est son foncier. C'est la capacité d'avoir du foncier qui soit déjà artificialisé et qui permet aujourd'hui de créer de l'industrie. Mais ce foncier, il est particulier, il est borraqué. Il est près de la mer. Donc ça veut dire au fait qu'il a aussi une fonction logistique. Et pendant quasiment 20 ans, ce foncier, c'est industriel, logistique, ne s'est pas développé. Parce que l'industrialisation n'était pas une priorité. Ce qui a eu deux impacts. Le premier, ça a été d'avoir des grandes zones, en particulier dans les grands ports maritimes, dans lesquels il y avait de moins en moins d'industries qui se faisaient et qui ont été abandonnées. Et un autre problème qui a été dans beaucoup d'endroits, c'est qu'en fait, d'autres activités se sont développées à cet endroit-là, du tourisme, du tertiaire, qui ont repris finalement ces zones industrielles pour faire d'autres activités économiques. Et donc aujourd'hui, il y a deux enjeux portuaires. Le premier, c'est de réindustrialiser ces grandes zones portuaires. Et pour ça, il faut les redonner les réseaux. Aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait et qui a été fait à Dunkerque, qui a été fait également à Ropa, qui est en train d'être fait à Fos-sur-Mer, de façon à pouvoir redévelopper des zones industrielles qui aient suffisamment d'électricité pour pouvoir installer l'ensemble des besoins qu'il y a. Donc ça, c'est la première chose. Et puis pour d'autres ports, dont je fais plutôt partie, il faut qu'on regagne de la surface. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de surface pour accueillir l'ensemble de ces activités industrielles. Que ce soit d'ailleurs autour de l'éolien, que ce soit autour de l'hydrolien, que ce soit autour de l'ensemble des activités-là. Et donc pour ça, il faut qu'on recrée de la surface. À Brest, on l'a fait en recréant par de la polarisation, puisque de toute façon, on ne va pas pouvoir regagner cette place-là sur la terre, on va le gagner sur la mer. Et donc, en fait, tout l'enjeu, c'est de regagner de la place, retrouver du foncier. Et ce foncier, on l'a retrouvé sur la mer. À Brest, en 2013, Jean-Yves Le Drian a décidé de faire un nouveau polder de 40 hectares, un nouveau quai, de façon à pouvoir créer cette ambition. Port-la-Nouvelle, identique. Et aujourd'hui, d'autres ports suivent effectivement dans des projets ces éléments-là. Sauf que tout ça, ça coûte cher. Ça coûte beaucoup d'argent. Et qu'il va falloir qu'on trouve les moyens de financer ça. Et ça coûte de l'argent alors que l'État n'en a plus besoin. Et associé à ça, il faut vraiment voir que tous les ports ou beaucoup d'infrastructures portuaires ont été construits à la belle époque du développement industriel français dans les années 70-80. Donc ça veut dire qu'ils ont tous 70 ans. Et par nature, une infrastructure, au bout de 70 ans, ça se casse la figure. Et donc il faut tout remplacer. Donc aujourd'hui, on est confronté dans les ports à un double enjeu. Celui d'être capable de venir redonner de la surface pour les nouvelles activités, c'est de conserver nos infrastructures qui sont dans un état difficile et en plus dans une caractéristique de résilience climatique, puisqu'il faut prendre en compte qu'avec la montée des eaux, tous ces quais, si on ne les change pas, dans 50 ans, ils sont couverts. Donc il faut vraiment voir que ces enjeux-là, c'est des enjeux financiers et c'est des enjeux de développement industriel. Et pour moi, pour réussir effectivement à créer ces nouveaux espaces, à les rendre possibles pour tout le monde, je vois qu'il y a 4 principaux enjeux. Le premier, c'est la visibilité. On en parlait, le stop and go, c'est la mort pour nous. Aujourd'hui, sinon, ces ports ne réussiront pas à créer la dynamique pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on va développer ces parcs. Et ici, il faut qu'on soit dans une double, dans 3 points. La visibilité, c'est-à-dire avoir un programme qui soit clair, un programme qui soit français, mais pour nous, on a la chance d'être également en face de l'Angleterre. On travaille beaucoup sur le Round 5 et donc du coup sur les projets du Pays de Galles, ce qui nous permet effectivement d'avoir aussi cette visibilité européenne.
Donc on s'inscrit dans une visibilité européenne, elle n'est pas que française. Et c'est comme ça qu'on va effectivement avoir les parcs qui vont nous permettre de nous garantir qu'on va avoir la visibilité. L'autre point, c'est le rythme. Aujourd'hui, le rythme de notre développement ne peut pas être un rythme uniquement électoral. On ne peut pas aujourd'hui dire juste on va installer en 2035 18 gigawatts alors qu'on sait que ce n'est pas possible. Juste pour montrer effectivement qu'on va être très bon. Parce qu'au fait, nous aujourd'hui, si je construis mon infrastructure pour être prêt en 2035, et si j'ai personne, eh ben je perds de l'argent. Et je ne pourrai pas aller au bout. Et donc aujourd'hui, il y a un problème de calendrier. L'autre point, c'est que on doit aussi faire attention au rythme. Si aujourd'hui, vous allez dire que vous allez faire 18 gigawatts en 3 ans, vous avez besoin d'avoir 5 fois le port de Brest, qui va être utilisé pendant 3 ans. Donc je n'ai aucune rentabilité derrière. Donc aujourd'hui, il faut faire attention de reprendre en compte dans la logique globale économique le fait que ces parcs vont permettre de financer ces infrastructures, entre autres. Pour ça, il faut que ça prenne du temps. Et on voit bien, par exemple, en UK, sur le Round 5, où initialement, les 2 parcs qu'ils avaient prévus étaient au même moment. Ils ont dit, on va les faire avec 5 ans d'écart, parce que, 1, j'ai un problème de connexion, et 2, ça va permettre d'avoir mon port, ou les ports sur lesquels j'aurai investi, qui seront effectivement disponibles pendant 15 à 20 ans. Et donc là, on n'est plus du tout dans la même approche économique vis-à-vis de ces infrastructures. Il faut qu'on soit clair, on ne pourra pas développer 25 ports de Brest, on n'en a pas les moyens, et sinon on ne fera rien. Donc ça, c'est le point de visibilité sur ce tarif qui est important. Le deuxième point qui est pour moi important, c'est tout ce qui est lié à l'acceptabilité. On n'en parle pas encore, mais non seulement on était uniquement des ports gestionnaires, on nous demande d'être des développeurs de projets. C'est-à-dire qu'en fait, on nous demande aujourd'hui, sur un projet de port, sur l'éolien flottant, sur l'éolien posé, de prendre en compte l'intégration de turbines de 400 mètres de haut, le stockage de flotteurs, le stockage de turbines, le transport des turbines dans le port. Et comme aujourd'hui, il n'y a pas de porteur de projet et il n'y a pas de développeur qui porte chacun de ces projets-là, que nous, on fait ça pour 40 ans, on dit, monsieur le port, vous allez vous-même faire l'autorisation conforme, le permis enveloppe, sur des choses qui ne sont pas de notre métier. Donc, on doit travailler avec vous pour voir comment on porte ça. Et ça ne veut pas être un développeur qui le fait, puisque si le développeur le fait au niveau portuaire, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus se positionner ensuite en tant que développeur lui-même, et donc il va perdre sa possibilité de faire son vrai métier. Donc aujourd'hui, on a une vraie problématique, et on l'a vu dans la AP Port, j'en ai discuté avec pas mal de collègues portuaires, au fait, où d'un appel d'offres qui était un appel d'offres infrastructure, quelle infrastructure vous devez faire, on nous demande de devenir un développeur de projet qui doit prendre en compte les enjeux environnementaux, mais également les enjeux paysagers, mais également les enjeux avec les pêcheurs, mais également les enjeux avec l'aviation, avec la marine, avec l'armée. Donc tous ces éléments-là, et avec des questions très techniques qui dépassent notre niveau. Mais si on ne le fait pas, personne ne sera capable d'aller voir, si on ne va pas aujourd'hui sur des stockages de flotteurs ou sur d'autres activités, voir les personnes, les pêcheurs, en leur disant voilà le type d'ancrage qu'il y aura, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui est extrêmement important pour moi, c'est le financement. Si encore dans cette salle, des personnes pensent qu'un port gratuit existe encore, il faut qu'ils changent de vue. Aujourd'hui, l'État n'aura pas les moyens, et la puissance publique n'aura pas les moyens de financer tout seul ces investissements. C'est terminé. Donc, comment on fait? On doit travailler ensemble sur ce que j'appelle le modèle du funding gap. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'on regarde, nous, puissance publique, on est prêt à prendre un risque sur 40 ans. Aucun privé n'est capable de le faire. En revanche, il faut que si ça marche sur 40 ans, on gagne de l'argent. C'est normal. On ne peut pas faire autrement. D'autre part, comme on n'a pas les moyens, il faut qu'on aille voir les banques. Donc nos TRI seront forcément des TRI qui sont équivalents, analogues à celui que va avoir un développeur. Je ne pourrais pas ne pas gagner d'argent. Donc il faut qu'on fasse aujourd'hui un vrai travail entre les ports, le coût des infrastructures, les développeurs et l'État, pour dire, moi, développeur, je suis prêt à payer ça, parce que je comprends que vous soyez obligé de payer, mais si c'est effectivement 3 fois plus cher ou trop cher, je n'irai pas. Donc quel est aujourd'hui, mais en le faisant de façon honnête et pas en disant de toute façon ça va être gratuit. Moi j'ai vu des développeurs qui sont venus me voir en me disant ouais mais t'es gratuit et ça va être gratuit. Je me rends compte qu'en Angleterre, ça va être 3 fois plus cher le prix portuaire, 4 fois plus cher, parce que c'est des ports intégralement privés et qui n'ont pas un once de l'État pour les aider. Donc en réalité, il faut qu'on ait un discours qui soit un discours extrêmement clair sur le sujet. Et ensuite, nous on dit voilà le coût que ça prend. On sera obligé d'avoir un emprunt bancaire. Donc il faut au moins qu'on ait un TRI de 7 ou 8 pour avoir des banques qui viennent avec nous. Et ensuite l'État qui vient dire, ben moi aujourd'hui, je veux bien combler, l'État, la puissance publique, je veux bien combler ce gap, mais ce gap dans une optique de ne pas dire je donne une subvention, mais une objectif de dire ben, je vais participer à un projet économique qui doit être rentable au bout de 40 ans. Et donc ce mode-là de financement, s'il n'est pas en fonction,
on ne réussit pas à remplir nos enjeux. Donc je dirais aujourd'hui, pour nous, les enjeux, c'est pour un directeur de port qui était avant juste un gestionnaire, c'est de devenir un développeur de projet, c'est devenir un développement de project finance, et c'est également de devenir un acteur de l'éolien avec l'ensemble des personnes qui sont ici. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. C'est effectivement sur le rôle stratégique et sur les enjeux qui se présentent pour les opérateurs portuaires. Effectivement, c'est important d'avoir un vrai éclairage, une vraie connaissance dessus. Alors, moi, j'ai noté pendant que tous les industriels qui étaient ou vecteurs ont pris la parole, j'ai noté donc la stabilité, le besoin d'avoir une direction claire. Bon, je lis à demi-mot, voire un mot découvert, la PPE, un calendrier stable, notamment s'agissant des appels d'offres, le fait qu'on pourrait activer le levier prix énergie, un besoin d'une meilleure protection contre la concurrence internationale et puis les problématiques de financement que vous venez d'évoquer. Et ces questions-là, qui sont nombreuses, j'ai envie de les soumettre à nos deux députés, voir effectivement quel est leur point de vue, comment est-ce qu'ils reçoivent toutes ces informations, en commençant par vous, Raphaël Schellenberger. Vous vous décrivez comme un pragmatique et non pas comme un idéologue. Et alors par rapport à toutes ces problématiques qui sont les problématiques d'industriels, d'acteurs du terrain, quel commentaire est-ce que vous pouvez nous faire ? D'abord que c'est une industrie particulière, celle de l'énergie, en cela qu'elle est particulièrement sensible à la décision publique. Et celle de l'électricité encore plus particulièrement. Je mets un peu les pieds dans le plat, mais dans l'époque politique dans laquelle on est, il faut qu'on en ait bien conscience. On ne parle pas d'une industrie manufacturière classique, on ne parle pas de chaussettes, on ne parle pas de cravates, on ne parle même pas de véhicules. On parle bien d'une activité industrielle qui est éminemment déterminée par des choix politiques, stratégiques. Donc qui en est dépendante, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ensuite, on parle d'industrie. Et ça, je le dis peut-être pour le décideur politique. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'artisanat de grande taille. On ne parle pas d'exploration technologique. On parle de massification et de standardisation. Donc, moi, le premier projet d'industrie de centrale de production d'électricité osmotique, on a beau être chez France Renouvelable, standardisation. On n'en a pas encore parlé là. Hein. Vous êtes le premier à l'évoquer. Je le dis aussi parce que je vais surprendre personne en vous disant que on vient aussi nous expliquer que l'avenir de la réindustrialisation de la France, c'est d'aller sur ce qui n'existe pas encore et d'aller produire en série le nouvel outil de disruption technologique qu'est le nouveau. Non. L'industrie, elle n'existe que sur des technologies éprouvées qui vont continuer à évoluer, à progresser, etc. Enfin, on vient de parler de panneaux solaires et d'éoliennes. La table ronde est relativement consensuelle, mais au moment de la prise de décision politique, je vous assure que quand il s'agira de répartir les fonds publics dont on a nécessairement besoin pour accompagner de la réindustrialisation qui a, je suis d'accord, un retour sur investissement sur le temps long, on aura des rapaces qui viendront expliquer que quand même, si un pouillème de cet argent public pouvait aussi venir sur l'énergie osmotique, et j'ai rien contre l'énergie osmotique s'il y en a dans la salle, mais elle n'est pas prête à être industrialisée. Donc je crois qu'il faut qu'on soit capable de le dire aussi, l'industrialisation, ça nécessite un marché qui soit massif et standard, ou standardisable en tout cas. Pour qu'il soit massif, il faut aussi qu'on soit capable de réfléchir à sa taille. Donc effectivement, sa taille, c'est sa profondeur dans le temps. Est-ce qu'on est capable de programmer dans le temps le développement du marché, de la construction d'éoliennes, son renouvellement, et ça je l'entends, voilà, un parc éolien c'est 15 ans, c'est 20 ans. Donc si on a un développement à un rythme qui n'est pas trop rapide, on aura derrière un renouvellement qui permet un cycle industriel. Mais c'est peut-être aussi sa massification en largeur, en surface, pas seulement en profondeur temporelle. Et à ce niveau-là, ce que je regrette, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une discussion
européenne, parce que c'est un mouvement européen de réindustrialisation. Et on ne pourra pas tous, en Europe, se battre pour avoir tous nos 2, 3, 4 gigafactories de panneaux solaires, 2, 3, 4 usines de turbines éoliennes. Il faudra qu'on soit capable, au niveau européen, de se dire que le marché mondial il est déjà saturé, il y a un enjeu de souveraineté à reprendre la main sur la production en Europe, mais l'enjeu il est bien européen, il n'est pas franco-français. Voilà, moi, d'un point de vue de la décision publique, ce que je perçois. Après, la France, elle a des opportunités invraisemblables. Et je crois que la présence du port de Brest en est une belle démonstration. C'est que notre façade maritime est un facteur différenciant. Notre histoire technique, technologique, d'innovation est un facteur différenciant par rapport à d'autres pays, mais on a aussi des difficultés. Notre rapport à la production est difficile, notre rapport à la matière première est complexe, et ça, c'est des vrais défis, je pense, d'un point de vue politique, qu'il faut qu'on arrive rapidement à corriger, parce que c'est bien de vouloir produire des panneaux solaires et des éoliennes, quand dès qu'on veut réouvrir une mine, on se dit oui, mais non, mais ça, on va peut-être continuer de l'importer de la Chine. Il ne faut pas croire que le débat n'est pas lié. C'est un mouvement global de reconquête de la maîtrise de la chaîne de valeur et de l'industrialisation qu'il faut qu'on impulse sur le plan politique. Alors effectivement, on a évoqué la fameuse mine de lithium dont vous parliez en disant que c'était hier, hein, que la question n'était pas tant sur la mine elle-même que sur les capacités de raffinage qu'il faudrait qu'on intègre également pour avoir une chaîne de valeur continue, parce que si on envoie le lithium, le minerai en Chine pour qu'il soit raffiné là-bas et qu'il nous revienne... Enfin, attention sur ces débats-là, à les prendre dans l'ordre. Je suis d'accord qu'on fasse qu'il faut penser global, il faut la chaîne de valeur en entier, etc. Ah, c'est vous qui venez de le dire. Non, je dis il faut aussi commencer. Hein, ce que je dis sur l'industrie finalement manufacturière, fin de chaîne, c'est que elle est confrontée à des difficultés d'acceptabilité qui sont bien plus profondes. Mais si sur chaque projet, on se dit oui, mais il faut peut-être qu'on commence par un autre bout de la chaîne de valeur, on ne commencera jamais. Donc il faut commencer par quelque chose, tout en ayant conscience que le combat, il est celui de l'entièreté de la chaîne de valeur, à commencer par le plus difficile. Et se dire que il ne faut pas qu'on ait le débat sur la matière première. Ça n'est pas le bon moyen de sécuriser dans le temps la réindustrialisation de notre pays. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas l'entièreté de la chaîne de valeur depuis l'extraction, en passant par le raffinage jusqu'à la manufacture, dès le début, que c'est un drame. Mais il faut commencer par quelque chose. Et les deux quelque chose, c'est maintenir la compétence très technologique manufacturière, s'attaquer très vite à l'industrie extractive, parce que c'est celle qui, sur le plan de l'opinion publique, est la plus difficile, mais ne surtout pas se laisser enfermer, quand on débattra de l'industrie extractive, sur des petits débats d'apothicaires, de savoir, oui, mais quand même, est-ce que c'est vraiment pertinent? Parce que si on n'a pas toute la chaîne de valeur, c'est pas la peine, parce que c'est des belles excuses pour ne pas commencer. Alors, ce n'était pas le sens de ce qui a été dit hier, mais effectivement, on a bien compris votre message. Jean-Luc Fugit, par rapport à tous les messages que je viens de résumer, peut-être que vous en avez noté d'autres d'ailleurs, quelle est votre vision, sachant que vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, président en plus du Conseil supérieur de l'énergie? Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Alors tout à l'heure, quand on a évoqué la question de l'agrivoltaïsme, on a essayé d'évoquer un certain nombre de sujets et on a essayé de voir un petit peu, j'allais dire, je ne sais pas si c'est une chaîne de valeur, mais en tout cas, l'enchaînement qu'il fallait pour arriver à faire en sorte que un type de production puisse nous apporter quelque chose d'intéressant, donc d'un point de vue de la transition. Parce qu'au fond, je rappelle quand même rapidement que, et ça a été dit par plusieurs d'entre vous, vous êtes des acteurs particulièrement engagés sur ces sujets, toujours se souvenir de pourquoi nous faisons tout ceci. Je vais le redire très, très, très vite. Nous faisons tout ceci parce que nous avons besoin de sortir de notre forte dépendance aux énergies fossiles. C'est bien de temps en temps de le rappeler. Et ça, c'est le pourquoi. Et le pourquoi, parce que ça impacte donc notre climat, notre balance commerciale, notre santé respiratoire, etc. Et donc ensuite, il y a le comment. Et dans le comment, eh bien, quelqu'un a parlé tout à l'heure de rapprocher donc l'industrie, comment dirais-je, la vision énergétique qu'on peut avoir et l'industrie et l'énergie. Il fallait réduire la distance, je crois, entre les deux. Ben, en fait, c'est même triste de devoir encore se poser la question. Vous avez raison de la poser, mais en réalité, évidemment qu'on a besoin d'avoir une industrie très forte dans un pays comme le nôtre, mais on a besoin d'industrialiser d'ailleurs
la production des énergies renouvelables au passage. Moi, c'est ce que je pense. Et on a besoin aussi que l'énergie soit à un coût tout à fait compétitif pour justement que notre industrie se développe. Et vous voyez que les deux sont intimement liés. Je pense par exemple au secteur de la chimie. Le secteur de la chimie, aujourd'hui, il souffre, entre autres, parce que le coût de l'énergie est trop élevé. Et donc, je reviens à ce pourquoi et ce comment. Donc, dans le comment, en effet, il faut mobiliser toutes les forces possibles qu'on peut avoir. Et je crois que ça a été dit un petit peu tout à l'heure. Moi, en vous écoutant, je me disais, il y a deux mots-clés finalement dans tout ça, c'est la protection et la projection. C'est comme quand on construit un budget. On va pouvoir travailler sur le budget à partir de lundi, vous le savez, hein, parce qu'on a eu une bonne nouvelle il y a quelques minutes. Et un budget, c'est un élément de protection et un élément de projection, hein, sécurité sociale, etc. Et la projection, c'est comment j'accompagne l'avenir, comment j'accompagne le développement de mon pays. Mais là, c'est pareil pour les énergies renouvelables, pour l'énergie au sens large, y compris le nucléaire. On a besoin de protection dans le sens qu'il faut mettre un nombre de règles en place. Il faut regarder au niveau européen, on a parlé d'NZIA, etc., etc. Comment on se protège, comment on organise les choses chez nous, mais aussi comment on projette. Et comment on se projette, parce qu'encore une fois, se protéger, se projeter, c'est accepter l'idée que l'on doit agir pour atteindre l'objectif. Quand je disais le pourquoi et le comment, il faut qu'on travaille sur le comment. Le comment j'atteins cette fameuse neutralité, comment je fais pour réduire donc cette trop forte dépendance qu'on a aux énergies fossiles. Et moi, dans tout ce que j'ai entendu, vous avez dit il nous faut de la stabilité, il nous faut de la visibilité, vous avez dit il faut dépasser les clivages politiques, etc. Entre nous, on a quand même des clivages politiques très forts sur la question de l'énergie. Hein, moi, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure à la table ronde précédente, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Moi, j'ai quand même passé un sale jeudi après-midi quand récemment on a voté un moratoire sur la production des énergies renouvelables en France en 2025. Je viens de vous expliquer que le combat, c'est de sortir des énergies fossiles, et nous, on en est à faire des guéguerres pour savoir si machin, etc. Et donc, je pense qu'il faut additionner les solutions, moi. Et donc, additionner les solutions, et ces solutions, on les retrouve dans quoi? On les retrouve dans la PPE. Et c'est la raison pour laquelle je milite depuis longtemps, et je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai dit au Premier ministre qui va pouvoir continuer son travail, j'en suis ravi. Je l'avais dit à son prédécesseur, qui visiblement n'était pas d'accord avec moi, il fallait publier, il me l'a redit en plein mois d'août, donc je suis parti des gens que moi, qu'il a eu moi au téléphone, et donc voilà, plusieurs fois, pour me dire qu'il n'était pas d'accord, moi je disais qu'il fallait publier rapidement. Pourquoi d'ailleurs il faut publier rapidement la PPE? Tout simplement parce qu'elle est prête. Tout simplement parce que vous avez travaillé, on a travaillé depuis 3 ou 4 ans dessus. Donc ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de débat, qu'il y a machin, les débats, il y en a eu, on a pu finir. Donc voilà, elle est prête. Et on sait aussi qu'il y a des mesures législatives sûrement d'accompagnement à imaginer. Et donc il faut donner cette visibilité, cette stabilité, et il faut que la France s'engage résolument dans le nucléaire et les renouvelables et qu'elle s'y tienne. Et quand je dis qu'il faut additionner les solutions, c'est parce que moi, à la différence de Raphaël qui a dû nous quitter, je ne suis pas d'accord quand on dit il ne faut pas débattre sur tel ou tel. Moi, je suis désolé. Je pense que c'était pour moi qui disais ça. Mais quand on parle d'énergie osmotique, ben moi, j'y crois, ça. Et moi, je crois à l'innovation. Et je crois que cette semaine, alors que la France a obtenu le prix Nobel d'économie avec M. Anguion, je vous invite à l'écouter, qu'est-ce qu'il nous dit, le prix Nobel d'économie, là, qu'on vient d'avoir? Il nous dit l'avenir, c'est l'innovation. Ben oui. Comment on peut penser l'avenir de ce pays sans innover? Et en matière énergétique, il va falloir innover. Il va falloir innover. Et moi, je suis ravi d'imaginer que les métiers qui vont être exercés dans 15 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va venir nous percuter? C'est quoi les 3 grands enjeux de notre avenir? Ben, c'est la transition écologique, et donc l'énergie a un rôle à jouer dedans. C'est l'intelligence artificielle. Et c'est le vieillissement de la population. C'est ça les 3 enjeux qui viennent percuter notre société et sur lesquels il faut apporter des réponses. Et donc, quand je décline ça au niveau de l'énergie, eh bien oui, il va falloir innover, il va falloir travailler pour faire en sorte de pouvoir donner une perspective industrielle et énergétique digne de ce nom, c'est-à-dire à ce pays. Et quand on développe l'électrification, ce n'est pas pour l'électrification qu'on le fait. Encore, on le fait pourquoi? On le fait parce qu'on veut subir moins de conséquences de CO2 et de la pollution de proximité que l'on a avec l'utilisation des énergies fossiles. Et donc, quand on va développer l'électrification, quand on va développer tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour les véhicules électriques, pour les pompes à chaleur, pour les data centers, etc., il faut que l'on soit tous embarqués dans cette grande aventure. Et si je prends le temps de le dire comme ça, c'est parce que je crois que ce dont on souffre dans notre pays, c'est que, j'ai fait exprès de dire qu'il y a eu un prix Nobel cette semaine. Est-ce qu'il y a eu 2 ou 3 émissions où on a pris le temps de parler prix Nobel, de parler économie? Non,
La seule chose dont on a parlé cette semaine, le seul sujet dont on parle, c'est est-ce qu'on va faire tomber un gouvernement et est-ce que oui ou non, on va faire seule chose sur la retraite. Mais le jour où le débat politique se résume à une question de réforme des retraites, eh ben, je peux vous dire que le débat il est un peu triste et que le débat il est beaucoup plus important de se projeter sur l'avenir. Et donc moi, ce que je retiens de ce qui a été dit là aujourd'hui, c'est qu'on a plein d'acteurs extrêmement engagés qui nous demandent de quoi. Vous nous demandez quoi? Vous nous demandez de la visibilité, vous nous demandez de la stabilité, vous nous demandez surtout de partager avec vous une certaine vision de l'industrie et de l'énergie. Et moi, ce que j'espère, c'est que malgré la biodiversité que l'on trouve au sein de l'Assemblée nationale en ce moment, on va pouvoir être une majorité assez large, je l'espère sincèrement, à pouvoir porter ces sujets sans opposer, en sortant des guéguerres stupides et stériles entre d'un côté le nucléaire, de l'autre côté les énergies renouvelables. Et puis alors, ça n'a pas de sens d'aller opposer non plus les énergies renouvelables entre elles. Il y a de la place pour l'éolien, il y a de la place pour la géothermie, il y a de la place pour le photovoltaïque. Il y a aussi de la place pour l'énergie osmotique. Vous savez que l'énergie osmotique, son potentiel, c'est un réacteur nucléaire. Un réacteur nucléaire. Eh bien, ça vaut le coup d'aller investir dessus. Et pour les investissements, parce que vous avez beaucoup parlé de financement, moi personnellement, je pense que l'avenir, c'est vraiment les partenariats publics-privés. Et je finirai en disant que ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrive à porter des politiques publiques qui donnent envie à nos concitoyens d'investir dans l'industrie, dans les énergies, et notamment dans les énergies renouvelables. Et pour ça, il faut peut-être voir ce qu'on peut faire avec les banques là-dessus. Et je le pense vraiment. Et puis, comme j'ai la parole et que je suis aussi rapporteur du budget énergie, là, je vais faire des propositions. Comme il y a quand même pas mal de producteurs d'énergie renouvelable, permettez-moi de dire que dans les amendements que je vais déposer, puisque maintenant je peux le dire, puisqu'on va travailler sur le budget, je vois mon collaborateur qui me fait signe que oui, je vais entre autres déposer un amendement qui est notamment un amendement qui va proposer la suppression de ce qui est prévu dans le projet de budget, puisque c'est un point de départ sur l'augmentation de l'IFER, l'augmentation de 88% de l'IFER. Je déposerai un amendement de suppression. Le Premier ministre a dit l'autre jour, dans son discours de politique générale, qu'à partir de maintenant, il était à l'Assemblée nationale quand il a dit ça, et la phrase qu'il a prononcée, il a dit « L'avenir financier de la France et du budget se discutera ici et non pas à Bercy ». Et bien, du coup, ma réponse avec cet amendement, c'est de dire aux gens de Bercy, vous vous trompez, il faut favoriser les énergies renouvelables. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour votre éclairage. On peut applaudir. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a rattrapé notre retard. Il y a une moins bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a fait l'impasse sur pas mal de sujets en fait, qu'on voulait aborder. Alors, néanmoins, du coup, je vais changer un peu ma casquette, j'avoue, ça peut paraître bizarre. Une fois n'est pas coutume. Nous vous invitons à bien vouloir rejoindre le pavillon des Tilleuls afin d'assister à l'atelier sur l'état des lieux de la formation dans les ENR. Le pavillon des Tilleuls se situe à l'entrée du salon, à gauche du pavillon cité. J'allais dire, je vais sortir de ma casquette d'animateur et prendre la casquette de directeur de publication d'Actu Environnement, mais également d'Emploi Environnement, qui est un site de recrutement. Et d'ailleurs, on participera tout à l'heure au forum RH qui se tiendra ici même cet après-midi, pour relayer aussi la parole de certains des intervenants s'agissant de la formation. On a Raphaël Schellenberger l'a pointé du doigt tout à l'heure, la problématique effectivement des trop hauts niveaux d'études en France. Aujourd'hui, on forme des bacs plus 4, 5, 6, enfin plutôt 3, 4, 5 par wagon. Et on manque de professions techniques. Les filières industrielles ont besoin d'un savoir-faire technique qui est trop souvent décrié en France. Et aujourd'hui, ça devient bloquant pour beaucoup d'industriels. Alors chez Holosolis, on a un grand plan de formation, puisque comme vous l'avez évoqué, c'est 2000 salariés qui sont à former aux technologies de production de photovoltaïque. Très souvent, la maintenance éolienne est limitée par la pénurie de compétences en la matière. Il y a un vrai besoin, je tiens à vous le dire, j'ai votre oreille attentive, sur effectivement redonner, redonner les lettres de noblesse aux formations techniques et professionnelles. Voilà, c'était juste une petite... Moi, je veux bien dire un mot, monsieur, on a du temps, parce qu'après tout, on est là pour se parler. Moi, je suis un universitaire, je m'occupais de former. Et moi aussi. Et on a la même formation. Exactement. En plus. Et je m'occupais, avant d'être élu député, j'étais vice-président en charge de l'insertion professionnelle d'une université où il y avait 20 000 étudiants, avec tout le spectre en plus. Donc, je connais très bien le sujet, figurez-vous. Et je suis entièrement d'accord avec vous.
Ce que je regrette, c'est que là aussi, on se regarde un peu trop en chaîne de faïence. Je pense que le système de l'éducation nationale et le système des industriels ne se parlent pas suffisamment. Il faut aller beaucoup plus à les conseils de perfectionnement, etc. et dire les métiers dont on a besoin. Et puis il y a un autre discours. Le discours politique et public qui consiste à dénigrer, par exemple, une fois le nucléaire ou d'autres fois les énergies renouvelables, par exemple, ça produit chez nos jeunes parfois des hésitations. Et parfois, ils se posent des problèmes, ils se posent des questions. Moi, on me fait intervenir, je viens souvent, je n'ai pas eu le temps d'en parler ce matin. Tout ça, on est dans la stratégie française énergie-climat. Dans la stratégie française énergie-climat, il faut aussi aller vers nos jeunes et leur dire que tout ça, c'est des métiers d'avenir pour eux. Et s'ils veulent, souvent les jeunes nous disent, j'en ai à la maison, donc je vois comment ça marche, je veux avoir du sens, donner du sens à mon métier, du sens à mon travail. Eh bien, faire partie de la grande aventure de la transition écologique, ça peut être une manière de donner du sens au travail, mais quand en même temps, ils voient un débat stérile entre les gens qui s'opposent l'un aux éoliennes, l'autre à l'énergie machin, l'autre ci, etc., c'est vrai que ça ne les rassure pas. Et là aussi, je parlais tout à l'heure de protection et de projection. Si on veut aider notre jeunesse à se projeter et donc dans vos métiers, et justement qu'on puisse faire évoluer les formations pour répondre à ces problématiques-là, essayons d'avoir un discours positif. Je ne dis pas en train de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais au moins positif autour de la question énergétique et de la question industrielle. Et si vous faites ça, ben vous allez voir que vous allez déplacer le curseur, que je suis sûr qu'on aura plus de jeunes intéressés à la fois par les métiers du nucléaire et par les métiers autour des énergies renouvelables. Encore une fois, sans opposer l'essentiel, ce qu'ils y aillent et qui nous aide à faire cette transition. Même combat. Merci à vous. Merci messieurs pour cet éclairage très instructif sur l'industrialisation de la France. Merci à vous de nous avoir écoutés.